Un nouvel invité ici en direct sur le plateau du Forum des entrepreneurs qui, je vous le rappelle encore une fois, ne se tient pas à Liège mais à Millemort, donc au nord de Liège, à la sortie 34 sur l'autoroute Liège-Anvers. Alors, professeur de Herde, bonjour. Vous êtes donc notre nouvel invité. Vous êtes le directeur du centre de recherche qui fait partie de l'UCL, Louvain-la-Neuve, Architecture et Climat. Et donc, voilà, vous êtes donc un spécialiste de ces deux spécialités qu'il faut pouvoir marier, l'architecture et le climat. En deux mots, quelle est la philosophie justement de ce centre de recherche? La philosophie de départ, il y a 30 ans, a été de répondre d'une autre façon aux crises de l'énergie que la réponse qu'on apportait à l'époque. Donc lorsqu'on a eu les crises de l'énergie des années 70, la réponse a été de dire on va mettre 5 cm disons dans les murs, on va mettre des capteurs solaires dans la toiture et le problème est résolu. Et nous avons toujours trouvé que c'était une mauvaise réponse parce qu'en aucun cas, l'architecte a été concerné par la question de l'énergie dans la conception de son bâtiment et dans la construction de son bâtiment. Et donc nous nous sommes dit non, il faut partir du climat. Et tout climat a des aspects positifs et des aspects négatifs. Et il faut tirer parti des aspects positifs tout en se protégeant des aspects négatifs. Et donc toute la théorie de l'architecture climatique, elle est basée sur ce concept de départ qui est de dire je suis dans un climat et je vais tirer parti des choses positives qui se présentent et je vais me protéger des choses négatives. Alors ce n'est pas facile parce que le climat, et en Belgique en particulier, est très dynamique, alors que le bâtiment, par définition, est statique. Donc quand vous dites je fais une maison... Le climat dynamique, ça veut dire... Qui bouge tout le temps. Oui, variable. Variable. Et donc si je dis je fais une maison et j'oriente mon living vers le sud pour avoir des gains solaires en hiver, ce même living reste orienté vers le sud en été, et là je dois éviter les gains solaires. Donc c'est ça qui est compliqué. Alors, votre centre de recherche est actif dans tous les secteurs de l'architecture, donc aussi bien la maison du particulier que les bâtiments industriels ou les bâtiments collectifs? Non, il est plus large que simplement le logement. Donc il y a le logement individuel, il y a le logement appartement, que ce soit en neuf ou en rénové. Il y a également les immeubles de bureaux et également les écoles. Donc ça c'est, je dirais, le type de bâtiment auquel on s'intéresse. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, on a étendu notre champ énergie au champ du développement durable. Donc on rajoute tout l'aspect du quartier, de l'espace public, on rajoute tout l'aspect qui concerne l'eau, et on rajoute tout l'aspect qui concerne les matériaux. Et donc de cette façon-là, on a étendu le champ de l'énergie, qu'on avait déjà étendu à autre chose qu'uniquement l'énergie d'hiver, on l'avait étendu à l'énergie d'été, on l'a étendu à tout ce qui est ventilation, et on l'a étendu à tout ce qui est éclairage, et en particulier l'utilisation de l'éclairage naturel. Alors, si vous êtes présent ici au Forum des entrepreneurs, c'est notamment pour présenter un guide dont on a parlé tout à l'heure avec le président de la SLI+, un guide de conception des bâtiments en zone d'activité économique, donc des bâtiments industriels. Je dirais un guide qui fait un petit peu la synthèse de tous les aspects que l'on doit prendre en compte. C'est un phénomène aussi très important, ça parce qu'on pourrait se dire de manière un peu naïve, on implante un bâtiment, ben voilà, on implante un bâtiment industriel là où j'ai choisi d'y aller, mais ce n'est pas nécessairement aussi évident que ça. Non, ce n'est pas évident que cela, et ça va poser des problèmes si on continue à faire les développements que l'on fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Et ce n'est pas une caricature, toutes les nationales qui sortent des villes sont comme ça squattées, je dirais, par des bâtiments industriels de tout genre, qui sont comme ça le long de ces nationales. Ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Ça, c'est pas l'urbanisme de demain. Ça amène des problèmes en termes d'amener de fluide, d'amener d'énergie. Ça amène des problèmes en termes d'occupation de l'heure du midi. Ça amène des problèmes en termes de déplacement pour les personnes qui doivent y travailler. Et on est le long du bruit, etc. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de concevoir des zones d'activité qui, si elles ne peuvent pas être en zone urbaine, parce qu'elles sont trop importantes ou elles pourraient se développer trop importantes, de choisir des situations qui sont, par exemple, très proches en liaison de la ville, qui sont dans des endroits qui ne sont pas pollués, qui sont dans des endroits où les gens peuvent accéder. Concevoir les choses de telle façon que lorsque les gens ont du temps libre, et pas seulement pour fumer leurs cigarettes, ils puissent effectivement se trouver dans des endroits agréables et pas simplement sur un tarmac de parking. Il faut concevoir des lieux où on va avoir une mutualisation des services, où on va avoir un restaurant qui va servir plusieurs entreprises, éventuellement une crèche, où on va mutualiser l'énergie, où on va mutualiser le traitement des déchets, le tri des déchets. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Donc, ce guide s'adresse non seulement aux entrepreneurs qui veulent construire un bâtiment, mais aussi aux échevins de l'urbanisme ou bien aux responsables politiques en général. Il part de responsables d'hommes politiques et c'est très important qu'il y ait des politiques développées à ce niveau-là. Et en Wallonie, on a la chance qu'il y en ait.
il faut le dire, on ne le dit pas assez, on est beaucoup trop modeste par rapport à cela en Wallonie. Il s'adresse aux responsables de la zone d'activité de telle façon que le choix de l'endroit, de telle façon que ce qu'il se développe va se faire dans la philosophie que je viens de donner. Il s'adresse aux architectes, il s'adresse à l'entreprise, il s'adresse au bureau d'études et il s'adresse aux occupants, in fine, qui eux doivent faire vivre le bâtiment de telle façon que lui aussi respecte un minimum ou un maximum, je dirais, l'environnement dans lequel il se trouve. Alors c'est un guide, ça veut dire que c'est un guide de conseil. Est-ce que ce sont des conseils qui deviennent à la limite contraignants? Est-ce que l'on peut obliger les gens à s'implanter à tel endroit, pas à tel autre, en fonction de leur activité ou de l'environnement? Oui, on pourrait, mais il ne faut pas le dire contraignant. Il faut dire que c'est suggéré. C'est suggéré pour telle ou telle raison. C'est pour ça que le guide comporte des compléments, des fiches thématiques complémentaires, où on valide ce que l'on dit, où on montre l'intérêt de se trouver à proximité d'eux, où on montre l'intérêt d'effectivement profiter des transports publics. Donc il y a comme ça une série d'éléments que l'on trouve dans le guide qui viennent valider ce qui est fait là. Maintenant, à chacun de prendre ses responsabilités. Mais on peut très très bien imaginer qu'une zone d'activité économique est développée sous telle et telle condition, et que ça se retrouve dans un cahier de charge, au même titre qu'on a un cahier de charge pour un lotissement, au même titre qu'on a un cahier de charge pour un bâtiment qu'on construit en pleine ville. Donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des choses qui sont effectivement suggérées, contraignantes, peu importe, suggérées par rapport à toute la problématique de l'environnement? Alors si ce guide a été conçu, c'est parce que pour l'instant, ces implantations sont plus ou moins chaotiques, enfin pas suffisamment organisées en tout cas. Pas partout. Il y a quand même des beaux exemples en Wallonie où effectivement ces choses sont prises en considération. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.